Frédéric Poisson, je suis le directeur général et cofondateur de OneLife et je suis accompagné aujourd'hui de Yann Dontel, qui est le responsable de l'agence de Nancy et qui répondra aussi à l'ensemble de vos questions. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter qui est OneLife dans un premier temps. Donc, vous allez voir, j'ai partagé un PDF. Et puis, donc ça va être assez rapide, 15-20 minutes. Et puis après, on passera à la présentation de l'outil. Alors, plus sous forme de hotspot, plutôt que de faire un flux qui n'a pas forcément de sens, mais de vous montrer un peu les éléments différenciant de l'offre OpenProd. Et puis, on se laissera 10 minutes à 15 minutes de temps pour échanger. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre au travers du chat. Donc, OneLife, dans un premier temps, on est part of Visiative, donc on a rejoint le groupe maintenant il y a presque 6 mois, le groupe Visiative, qui est surtout connu au départ pour être le premier intégrateur, distributeur de solutions de CAO et notamment de la solution SolidWorks et de la solution CATIA, mais qui a plein d'autres solutions et cordes à son arc. Et donc, on va les présenter rapidement. Donc, le groupe Visiative en 2023, c'est 25 000 clients, dont 18 000 en France, dont 15 000 dans l'industrie. Donc, on est vraiment implanté au cœur des dispositifs industriels français. C'est presque 300 millions de chiffre d'affaires, dont presque plus de 30% d'un tiers à l'international. On est sur une quinzaine de pays, une société plutôt bien rentable. On est 15 000 collaborateurs et comme je le disais, on est implanté dans 15 pays. Si on revient 1500. Pardon, 1500 collaborateurs, oui. 1500 collaborateurs et 15 pays. Merci Yann. Si je reviens plus sur OneLife, la partie intégration, distribution de l'ERP, on existe depuis une dizaine d'années, donc on l'a créé en 2013 avec Denis Hoff, mon associé. On est 80 collaborateurs. On réalise 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est implanté à travers la France au travers de 7 agences. Donc, le siège est à Lyon. On a une agence à Paris, à Nantes, à Montpellier, et puis on a 3 autres agences, Toulouse, Lille, et puis Nancy, dont Yann est le responsable. Historiquement, on distribuait 2 produits. Donc, on est des anciens de Cegid, donc on a commencé à distribuer le produit Cegid Manufacturing PMI. Et puis, depuis 4 ans, on a pris notre carte OpenProd, qui est notre fer de lance maintenant, et on est plutôt maintenant sur une campagne de migration de nos clients PMI vers l'ERP OpenProd. Et on a maintenant un peu plus de 1100 clients industriels. Donc, nous, notre particularité, c'est qu'on ne travaille que dans l'industrie et que des clients plutôt de la PME. Alors, on a des clients de toute taille, on va dire, des petits clients d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à des clients qui peuvent aller à plus de 400 millions. Mais en tout cas, c'est que des industriels. Et notre vocation, c'est vraiment de libérer le potentiel des industriels français, c'est-à-dire faire en sorte que l'ERP devienne un centre de profit et non pas un poste de charge. Comme trop souvent, c'est vécu comme une obligation, comme un mal nécessaire. Or, si on l'utilise bien, s'il est bien déployé, il peut vraiment être source de rentabilité et de croissance. Alors, au départ, chez OneLife, on avait trois valeurs. La conquête, en 10 ans, on a été chercher 1100 clients qui nous ont fait confiance. Ça, c'est important. C'est aussi l'ambition, le challenge. L'innovation, très important pour nous. Donc, on a un centre R&D qui a développé des modules spécifiques par métier sur l'ancien produit PMI, mais on fait la même chose sur OpenProd, ou plus transverse, généraliste, comme par exemple un portail d'utilisateurs clients. On a une expertise très forte parce que nos clients attendent déjà qu'on maîtrise évidemment nos produits, mais on ne va pas déployer un ERP de la même manière dans la mécanique, dans l'électronique, dans la plasturgie, dans la machine spéciale, parce que les besoins, les contraintes, les normes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et puis on a un troisième niveau d'expertise, j'en parlais en filigrane tout à l'heure, c'est d'aller chercher aussi tous les agrégats financiers. En quoi l'ERP va pouvoir vous aider à améliorer votre chiffre d'affaires,
On va peut-être travailler sur toute transformation de devis. On va peut-être améliorer aussi la renta. En quoi je peux diminuer mon BFR, en quoi je peux diminuer mes stocks, en quoi je peux acheter mieux, vendre mieux, produire mieux. Et puis évidemment, comment je peux aussi maximiser mon free cash flow, ma trésorerie. Puis quand on a grossi, parce qu'on a grossi par aussi acquisition de confrères, on a mis 2 valeurs supplémentaires, l'esprit d'équipe. Donc on est 80 collaborateurs, on est tous dans le même bateau, c'est important. Et tout ça, c'est pour soutenir la satisfaction client, qui est au cœur de notre, comment dirais-je, valeur, de nos valeurs. Et c'est un cycle de l'infini parce que c'est toujours en perpétuel, on va dire, renouvellement pour essayer de s'améliorer en permanence. La proposition de valeur de Visiative, elle repose sur 3 points importants, 3 piliers. Un, consulte, on verra ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des diagnostics, diagnostics d'ERP, diagnostics de continuité numérique, mais diagnostics PLM, diagnostics CAO ou autres. Donc ça, c'est important. On fait aussi de l'accompagnement parce qu'on a une société ABGI qui gère tout ce qui est financement. Donc ça, c'est un autre point. On fait aussi de la cybersécurité dans le groupe Visiative, mais je vous montrerai juste après. Parce que la particularité de Visiative, c'est qu'au-delà de son diagnostic, où on va définir une feuille de route, on va réaliser cette feuille de route avec nos clients au travers de solutions. Et là, on est dans la partie engage. Et après, on continue notre expérience, on va dire client, en les accompagnant au travers de sessions d'échange, de REX, de communautés. Et donc, c'est comme ça qu'on retrouve les éléments, donc la gestion et le financement dans l'innovation, les diagnostics dans la transformation numérique. On a aussi des diagnostics sur les achats, sur les opérations cybersécurité, et puis toutes les offres visiatives qu'on retrouve dans l'Engage. Donc, la conception, j'en parlais avec la CAO, tout ce qui est PLM, cycle de vie du produit, l'ERP, donc on est en plein au centre de la vision Engage de Visiative. Et donc, ce qui permet de dire à Visiative que quelque part, on est un partenaire de confiance et on est capable de résoudre pour les industriels quelque part n'importe quelle problématique qu'on pourrait rencontrer en termes de gestion. Et puis les communautés, donc on a différentes communautés avec des clubs ambassadeurs pour les dirigeants, des tables, où on peut faire des tables d'expertise autour de problématiques précises métiers, ou alors avec des bases, on va dire, de connaissances et de partage au travers de l'entreprise du futur, qui est l'événement majeur de Visiative. Alors, quand on a dit ça, c'est bien, mais souvent, on ne sait pas pourquoi on doit changer de RP. On se pose des questions, on ne sait pas pourquoi on a mal. Donc, j'ai regroupé, c'est pas exhaustif, les raisons, ou en tout cas, les bonnes questions à se poser lors d'un changement ou les signaux plus ou moins faibles ou forts. Donc, on a encore des sociétés qui ne sont pas équipées de RP. Ça, voilà, on a encore, je pense, sur une base de 40 000 industriels cibles, entre 3 et 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a encore au moins 40% de sociétés qui ne sont pas équipées. On a aussi des ERP, donc ils ont Excel, ils ont le papier, ils ont fait peut-être un Access. Donc, pas vraiment d'ERP digne de ce nom, entre guillemets. On a aussi beaucoup de sociétés qui ont des ERP obsolètes. Il y a beaucoup de RP qui ont été développés dans les années 2000. Je prends l'exemple de Manufacturing PayMe ou de Clipper ou d'autres qui sont plutôt dans une phase de déclin, mais j'en reviendrai juste après. Après, vous avez des ERP qui ne sont pas ou mal exploités. Ça arrive souvent et on en reviendra aussi sur les enjeux de la mise en place d'un ERP. Il peut y avoir des changements de direction qui fait que il y a du sang neuf entre guillemets qui peuvent arriver. Ça peut être des groupes qui peuvent imposer. Donc on a souvent un changement de ERP 6 mois après l'arrivée d'une nouvelle direction. J'ai des exemples ici, un client, je peux le citer, qui est un ambassadeur Extro. Le PDG a transmis sa société à ses 2 fils. Il disait, moi, PMI, c'est moi, mes 2 fils, ça sera Open Prod, en termes d'intitulé personné. Donc, voilà, c'est un exemple. On a aussi des gens qui ont une maturité digitale qui progresse, qui se rendent compte qu'ils sont limités par leur ERP, qu'ils ont des besoins différents. Et donc, il y a des enjeux à mener à bien, donc il y a ces changements-là.
Il peut y avoir des nouveaux besoins, des nouvelles contraintes clients. Il y a aussi, c'est un organisme vivant, hein, une société, comme souvent je le dis. Donc, il y a des mouvements de personnel. Donc, on peut perdre des compétences et on se retrouve un peu le bec dans l'eau, d'où on reviendra sur la formation tout au long des collaborateurs d'un projet ERP. Ça peut être aussi un nouvel arrivant qui dit non, mais moi, j'ai utilisé des ERP beaucoup plus modernes, beaucoup plus fluides, user-friendly, comme on dit, et il serait temps de passer à une étape, on va dire, supérieure. On a aussi des cas où, je parlais d'Excel tout à l'heure, mais on peut avoir des multitudes de fichiers Excel, une multitude d'outils où l'interconnexion peut marcher, hein, les interfaces, ainsi de suite, mais ça prend beaucoup de temps, c'est pas forcément fluide, et on sent que c'est un frein à la croissance de la société. Il n'y a pas beaucoup ou peu, alors ça dépend quel secteur d'activité, de pilotage par la data. La data pilote mon entreprise. Et donc ça amène un sujet de validité de la data. Et donc, des fois, on se rend compte que certains ERP plutôt vieillissants n'ont pas ce qu'on appelle des contraintes d'intégrité et on peut renseigner un peu tout et n'importe quoi dans la valeur, dans le champ de l'ERP, ce qui fausse quelque part les données. Parlais aussi de pilotage d'entreprise à l'instant. J'ai du mal à sortir un BFR, une vision consolidée, des indicateurs de pilotage dynamique, un 12 mois glissant par exemple, pour pouvoir piloter finement mon entreprise. Et après, vous avez des douleurs que vous connaissez tous, un peu différents. J'ai un problème d'OTD, mon taux de service n'est pas bon. OK, j'analyse. Est-ce que c'est mes dates clients? Est-ce que c'est mes problèmes d'appro? Est-ce que je suis surcapacitaire et j'arrive pas à tenir mes délais? Mon rendement, mon TRS, pourquoi il n'est pas bon? Et ainsi de suite. Je peux travailler aussi en silo, donc j'ai des problèmes de communication parce que mon outil n'est pas suffisamment collaboratif ou je n'arrive pas à échanger. Je n'ai pas de RSE dans l'outil. Et puis, comme je te parlais, hein, c'est que le fait de travailler en silo m'oblige à faire beaucoup de ressaisies ou, on en parlait avec Visiative, manque de continuité numérique. Je conçois, j'ai un PDM qui est la jette de ma CAO, j'ai pas de PLM, je n'ai pas mon ERP, je n'envoie pas les nomenclatures et les gammes, j'ai pas de MES pour remonter au niveau machine, donc j'ai un patchwork d'outils qui coexistent, qui fonctionne, mais qui ne me donne pas une vision transverse de pilotage fin de mon entreprise. Et ça, c'est quelques exemples on va dire, de questions à se poser ou de signaux faibles qui peuvent nous faire dire ce serait peut-être intéressant d'évaluer. Alors, je prenais juste deux exemples, hein, aussi, c'est important. Comme on a encore beaucoup de clients sur Cegid PMI, je vous donne des exemples de maturité parce qu'il y a un PLM, il y a un produit, il y a un cycle de vie sur un produit informatique et notamment un ERP. Et on a beaucoup d'ERP qui sont dans cette phase-là, plutôt de déclin, hein, qui ont été construits, on va dire, lancés dans les années 2000 où ils ont une belle croissance jusqu'à 2015, on va dire, à peu près. Et puis, on voit que les nouvelles technologies, le web, le SaaS, tout ça a fait que on a de nouveaux entrants et le produit a basculé de la maturité vers un produit de déclin où il y a moins d'investissement en R&D. Et on sait que c'est des produits qui, à un moment ou à un autre, fonctionnent, mais vont devenir obsolètes. Et du coup, plus on attend, plus le changement va être compliqué, long à faire. A contrario, on a des produits, Open Prod, plutôt lancés dans les années 2010, pardon. Il a fallu presque 7 à 8 ans pour que le produit soit quasiment fini. Et là, on est en pleine phase d'accélération et de croissance. C'est un exemple, on pourrait le faire sur beaucoup de produits du marché. Mais là, je l'ai fait sur les deux produits que nous, on commercialise. Alors, pour info, on a arrêté de commercialiser Cegid PMI depuis 2021, sauf erreur de ma part, Yann, pour tout ce qui est nouveaux projets. Et là, on accompagne bien évidemment nos 850 clients sur PMI, évidemment, mais on les migre de plus en plus. La vision de l'ERP du futur, entre guillemets, en tout cas même de maintenant, c'est que globalement, ça va être un gestionnaire de flux, de données. Donc, il doit être le plus ouvert possible. Ça va être un ERP hybride parce qu'on peut avoir des outils dans le cloud, on peut avoir des outils on-premise. Donc là, il va falloir faire cohabiter tout ce monde-là. Ce n'est pas simple.
Ça demande quand même une certaine expertise et le RP est de plus en plus ouvert. Donc, on vous a donné quelques exemples ici d'interconnexion possible. Donc, on a vu avec toute la partie données techniques. CPQ, c'est le configurateur hein, pour information. Mais vous allez avoir ici très rapidement tout ce qui est e-commerce et procurement, et puis un sujet éminemment important et qui va arriver très rapidement, la démat, avec tout ce qui est EDI éventuellement. Toute la partie finance, où vous avez voilà, des gestions de trésorerie, de recouvrement, de données financières. Par exemple, nous, on a connecté OpenProd avec CreditSafe, avec Papers, et ça nous remonte des informations automatiques sur un prospect, sur un client. Toute la partie paye, RH, gestion du temps, toute la partie production, on parlait de MES, d'IoT. Je pourrais parler aussi d'intelligence artificielle dans la partie collaborative. Là, on est connecté à la message, enfin, tout, on va dire l'environnement Office 365, mais on sait que Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, ou c'est ChatGPT derrière, va révolutionner petit à petit toute notre approche conversationnelle avec les outils informatiques et notamment avec l'ERP. Alors nous, notre vocation en tant qu'intégrateur, c'est de pouvoir vous rendre tout fluide, le changement de ERP, sans avoir à changer l'ensemble des outils, on va dire best of breed. Vous avez une CAO SolidWorks, pas de problème, on a l'interface. Vous avez un e-commerce PrestaShop ou Magento, on a la connexion. Vous avez, je ne sais pas, en recouvrement Agicap, on a l'outil. Vous avez tel paye, ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, on a beaucoup de constats et en tout cas, on a des défis à relever quand on va mettre un ERP en place. Comme je disais tout à l'heure sur les constats, pourquoi changer ou en tout cas les signaux faibles, on se rend compte que les industriels, en général, ça c'est le Gartner qui nous le dit, c'est les études du Gartner, nous disent que globalement, les capacités d'utilisation des ERP est assez faible. Les industriels, mais en règle générale, les sociétés utilisent que 30% des capacités de l'ERP. Et on voit souvent comme je saisis. Mais la quintessence, l'intelligence intellectuellement des données qu'on pourrait en sortir pour faire des outils de pilotage est pas ou peu ou mal utilisée. Complexité de l'ERP. 70% des utilisateurs pensent que l'ERP est compliqué. Et c'est souvent lié à un manque de formation initiale ou d'accompagnement, parce que ce n'est pas parce qu'on a mis en place l'ERP qu'il ne faut pas continuer à investir dans son ERP. On est sur un temps long, entre 10 et 15 ans, voire même plus, d'utilisation d'un ERP, et on a besoin de former régulièrement les utilisateurs parce qu'il y a de nouvelles normes, parce que les besoins de l'entreprise ont changé ou ont évolué, parce que des collaborateurs sont rentrés, d'autres sont partis. Donc, c'est en fait de l'amélioration continue sur l'ERP et je retiens, la formation est fondamentale. Et aussi, c'est de bien choisir son intégrateur, quelqu'un de spécialisé dans son domaine, puisque 50% des industriels estiment être mal équipés, avoir été mal accompagnés lors du déploiement. Et c'est toujours un équilibre assez complexe entre les besoins actuels, les besoins futurs, la capacité à l'ERP d'accompagner le changement, de pouvoir insérer ces processus avec les processus de l'entreprise. Donc les défis, quand on voit tous les constats, les défis à relever, c'est la gestion des risques. Bien sûr, je vais faire un changement de RP, donc j'ai de la conduite au changement à faire. Donc, il faut que je manage les risques. Donc, ça, c'est sûr, pour avoir une continuité des opérations. On dit toujours, nous, avec nos consultants, la priorité, c'est que le client puisse facturer. C'est la première des choses. La conduite au changement, c'est crucial. On a besoin d'avoir l'aval de la majorité des collaborateurs pour pouvoir en faire une réussite. Donc ça, c'est du temps à passer. C'est aussi un processus en amont. Ne pas imposer un ERP, c'est dans le processus, on va changer, on fait le recueil des managers, de l'ensemble des collaborateurs, on inclut les collaborateurs dans les démos que l'on va avoir et dans le choix pour avoir une vision on va dire, collaborative, une vision globale et un assentiment global de l'ensemble de la société pour pouvoir changer. Un tips qu'on utilise, créer une newsletter
tous les mois sur l'avancement de l'ERP, nommer un projet, et ça permet comme ça de communiquer régulièrement sur l'avancement de l'ERP. Comme on le disait, l'ERP devient de plus en plus, c'est pas l'ERP en tant que tel qui devient, parce que les flux bougent peu, mais c'est l'interconnexion, l'intégration des systèmes, ça se complexifie. Il y a de plus en plus de logiciels et surtout, c'est l'intégration dans un contexte, dans un SI qui peut être mouvant. On peut avoir des logiciels chez soi, on peut être en SaaS, on peut être hébergé. Donc, toute cette intégration dans l'architecture est assez complexe et donc ça demande quand même une vision, une planification assez fine. Donc, on parlait des enjeux tout à l'heure, ou en tout cas de pourquoi on changeait. Donc, le besoin, hein, je vous en ai mis ceux qui reviennent souvent, c'est maîtriser sa renta, optimiser. Je mets un ERP, mais je veux avoir un retour sur investissement. Donc, c'est souvent la rentabilité. Dans le monde industriel, les stocks, c'est important. Le BFR, c'est le nerf de la guerre. Donc, comment je peux optimiser mon BFR, donc mes créances clients, mes dettes fournisseurs, mon stock, hein, c'est les principaux éléments du BFR. Donc, comment je peux améliorer ça pour avoir une trésorerie qui soit la meilleure possible. Et puis, n'oublions pas l'amélioration de la relation client. Ça, c'est hyper important parce que ma CRM peut améliorer ça, mon OTD va améliorer ça, ma relation, mon image de marque parce que j'ai un ERP up-to-date. Tout ça va contribuer à améliorer la relation client, mais pas que. Ça peut être aussi l'image de ma marque employeur. J'attire des talents parce que j'ai aussi un outil moderne. J'ai beaucoup de retours de clients qui me disent j'intègre de nouveaux collaborateurs qui ont l'habitude d'avoir dans le téléphone, via les réseaux sociaux, des outils simples d'utilisation ludique et ils ne comprennent pas que les outils, on va dire, professionnels n'aient pas cette même, on va dire, facilité d'utilisation. Alors pourquoi et en quoi OpenProd répond? Et je vais finir là-dessus et on passera au produit. Un, il est nativement, puisqu'il a été développé dans les années 2000 au départ, et puis il est sorti quasiment en 2018, full web. Donc ça nous permet d'un déploiement extrêmement rapide. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'avoir sur son propre serveur, hein. On a à peu près, d'ailleurs dans l'industrie, presque 80%, même s'il est full web, installés sur les serveurs des entreprises et 20% qui sont soit en hébergement, soit en SaaS. Donc, déploiement très rapide, utilisation très facile, mise à jour très simplifiée puisqu'il n'y a que le serveur à mettre en place. Modulaire, vous verrez que c'est sous forme d'apps. Donc, il y a à peu près 250, plus de 250 apps. Et on va juste déployer les apps dont on a besoin par rapport à un périmètre d'utilisation. Ergonomique, vous verrez, vous m'en direz à travers de vos remarques et questions. On est dans un monde web, donc c'est beaucoup plus facile. Évolutif, comme je parlais, ce sont des apps. Donc, si j'ai un nouveau besoin, je veux dire n'importe quoi, je me mets à répondre des appels d'offres, j'ai besoin d'une gestion d'appels d'offres, je l'active. Je viens de racheter une société, c'est de la plasturgie, j'ai besoin de gérer des moules. Je n'avais pas ça avant, hop, j'active gestion des moules, et ainsi de suite. Puis évidemment, la mobilité, ce qui est inhérent au full web, c'est que je peux utiliser mon ERP n'importe où, dans n'importe quel device, ce qu'on dit anywhere, anytime. Je peux l'utiliser sur un téléphone, je peux l'utiliser sur une tablette, sur un ordinateur mobile ou comment dirais-je, sur mon ordinateur de bureau, et ça, n'importe où dans le monde. Du coup, ça nous permet d'adresser, le produit étant très élastique, avec une profondeur fonctionnelle assez forte, ça nous permet d'adresser beaucoup de métiers dans l'industrie. Donc l'assemblage, la plasturgie, comme je disais, l'électronique. Il faut savoir que Objective-P, qui est l'éditeur d'OpenProd, Raphaël Model, le PDG, vient de ST Micro, donc on sait résoudre les problématiques et répondre aux problématiques de l'électronique. La machine SP, on a beaucoup de clients de la machine, en machine en général ou la machine SP, la mécanique, tôlerie, chaudronnerie, fabrication de biens, dans le domaine de l'aéro ou de l'auto, avec les normes, un peu dans le bois, mais plutôt dans la fabrication de palettes, de cassettes, beaucoup dans la fonderie, dans le médical, plutôt dans le medical device, d'accord, et dans le pharmacie, un petit peu dans la cosmétique. On est vraiment plus sur la fabrication additive, plus que dans le process.
Donc, comment est structuré le produit? On quitte le monde, on va dire Microsoft payant. On est sur un serveur Apache avec une distribution Ubuntu. On a une base de données PostgreSQL donc très très puissante. Donc, tout fonctionne par requête SQL et on est dans un outil de développement Python qui est la toute dernière génération, on va dire, de langage de développement. Après, vous avez toutes les fonctionnalités que vous allez retrouver de manière transverse dans le RP. Donc, on embarque de la BI à l'intérieur. On est multi-société, multi-établissement. Sécurité et droit très fin au niveau d'OpenProd. On a un réseau social d'entreprise. Donc, ça, c'est très important parce que nous, on utilise chez OneLife OpenProd pour la CRM. Et moi, ça a diminué de 40% les mails que j'envoyais aux commerciaux. Tout à l'heure, on voyait les interconnexions. Ben, on est nativement, on a des API, hein, donc des outils nous permettant de nous connecter nativement à d'autres applicatifs. Des workflows intégrés, donc ça, c'est plutôt bien. Ça permet de se calquer à vos processus et de pouvoir comme ça vraiment suivre vos processus. Une bibliothèque de modèles d'édition, multi-device, gestion de code à barre, et on intègre une GED intégrée dedans. En bleu, vous avez toute on va dire, le périmètre fonctionnel d'OpenProd. Et puis, vous avez en rouge les outils, on va dire, du marché où on va pouvoir se connecter de manière très facile via de l'API. Et puis, on peut aller se connecter à des outils un peu tierces, métiers, ou à des bases de données. On parlait tout à l'heure de Papers ou de Credit Safe, ou à des outils un peu spécifiques, voire à de l'IA. Voilà un peu comment est structuré le produit. Et rapidement, on a une couverture fonctionnelle très, 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 très vaste. On va évidemment du devis, de la CRM jusqu'à la partie comptabilité, gestion à l'affaire, gestion commerciale, achat, planification, avec d'autres éléments du style GMAO, SAV, gestion de la donnée technique, gestion de la qualité, gestion des stocks. Voilà, donc on a à peu près 170 clients pardon, sur OpenProd. Vous aurez accès au PowerPoint, donc vous pourrez aller lire les témoignages de nos clients. Donc on adresse tout type de clients. On parlait des gens qui vont faire des câbles électriques, on va avoir des gens qui vont être dans l'emballage, on va avoir des gens dans la machine spéciale, des carrossiers, des gens qui font des capteurs avec un groupe international. Donc c'est très vaste, on est capable d'adresser beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Et si on voit ici nos références par métier, donc comme je le disais, mécatronique, machine. Donc là, je vous laisserai regarder un peu les noms des clients et je laisserai Yann dans la région vous parler des clients de la région du Grand Est, notamment l'Oreillet, KFT Industrie, mais il y en a les établissements qui volent, il y en a quelques-uns. On parlait tout à l'heure de la vision de la VIE, donc la vision de la proposition de valeur utilisative. Et dans la dernière partie, on a Connect. Donc nous, on a une communauté qu'on appelle MyFab, où vous allez retrouver différents éléments. On a des journées MyFab, on fait un tour de France avec 7 dates, et notamment il y en a une à Mulhouse en juin, je crois le 20 juin, de mémoire, à Mulhouse, Yann. Et puis on a des livres blancs, donc vous allez retrouver ça tous sur le site onelife.fr où, par exemple ici, hein, les 8 points clés pour réussir son projet ERP ou comment réaliser son cahier des charges, accompagné par Numéricab, par exemple. Et je synthétise un peu les facteurs clés de succès d'un ERP. Gestion efficace des risques, engagement des parties prenantes, ça c'est très important que la direction soit impliquée parce qu'on a des comités de pilotage, des COPIL chaque mois et c'est important de prendre des décisions pour trancher des sujets. Le programme de formation fondamental, j'en parlais tout à l'heure, c'est important d'accompagner les collaborateurs dans ce qu'on appelle le run, c'est-à-dire la création et puis dans le build, donc dans l'utilisation au quotidien de l'ERP. La migration des données est un vrai sujet parce que c'est le stress de nos clients. J'ai un outil qui fonctionne, je veux garder mes données, je veux les transmettre dans le nouvel outil. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne fais pas?
qu'est-ce que je garde de côté. Donc ça, c'est un point important. La scalabilité de la solution, surtout dans les sociétés start-up ou en croissance, ils ont besoin d'avoir cette vision-là. Et puis, comme je le disais, c'est de l'amélioration continue, donc ça, c'est fondamental. On a trop tendance à investir beaucoup au départ et puis d'oublier un peu que c'est un outil vivant à l'instar de vos sociétés. Voilà, donc je vais vous montrer les écrans du produit. J'espère que j'ai été pas trop loin, mais non, je pense que j'ai fait ma petite demi-heure. Donc, je vais vous partager ma fenêtre sur OpenProd. Voilà, je pense qu'on voit tout. C'est tout bon? C'est bon. C'est bon? Super. Donc, comme je le disais, vous avez, donc je me suis connecté rapidement sur ma base de démo en tant qu'administrateur. Donc, j'ai accès à l'ensemble des fonctions de l'ERP. Ce qui est important, c'est que vous avez des apps. Donc, je peux vous montrer toutes les apps que vous avez ici. Je peux les filtrer, les regrouper par catégorie. Et donc là, vous voyez, pour achat pro, administration, vous avez des dizaines d'apps que vous pouvez utiliser. Donc on les active pas, hein, tout bêtement. Donc là, là, c'est les apps, hein, je parlais de notre service R&D, donc on développe des apps qu'on installe ou qu'on n'installe pas. Par exemple, pour un client, on a fait une interface avec des machines sur de l'affaire, du projet, de l'analyse, sur de la communication, sur la comptabilité, sur différentes choses. Alors, il y a les logos, hein, c'est juste que moi, j'ai un réseau qui rame un petit peu, mais ça va le faire. Pour vous donner la vision, je me suis connecté sur la base OneLife et sur la CRM. Et sur la CRM, hein, c'est assez basique, hein, si je reviens chez OneLife, nous ici, j'ai 4 applis, hein. Ma vision de mes clients, de mes partenaires, de mes prospects, mes ventes et mes tableaux de bord. Tout basique, vous voyez. Donc, si je viens ici et que je veux regarder mes opportunités pour suivre mes prospects, je peux avoir des filtres. Donc là, on est vraiment sur une base réelle, hein, où en mars, voilà, intellectuellement, tout ce que doivent signer mes commerciaux. Mais j'ai plein de filtres. Je veux voir, par exemple, et c'est ça tout l'intérêt de OpenProd, c'est que j'ai des représentations graphiques différentes. Là, je l'ai regroupé par date de signature. Là, je l'ai en mode liste, tout bêtement. Je veux l'avoir en mode, on va dire, tableau dynamique croisé, et il me sort par commerciaux les informations, tout bêtement. Et alors là, j'ai mis des montants, mais je pourrais avoir, alors là, j'ai mis tout ce qui était perdu, gagné, et ainsi de suite, mais je pourrais faire des filtres. Notamment, je voudrais avoir tout ce qui est en cours sur OpenProd et il me reclasse par statut. Donc là, j'ai un workflow dans ma CRM de mes projets. Au départ, on est en qualif commercial. Après, on a une instance de go no go, est-ce qu'on n'y va pas? Après, ça passe en qualif technique, on fait la proposition commerciale et après, on se commit, oui ou non, on va gagner. Vous voyez, je peux passer très simplement. Là, j'ai une vision de mes 233 opportunités. Je voudrais l'avoir en graphique. Je peux cliquer sur un graphique. Bon, là, il ne me donne pas grand-chose, ce graphique. Donc, je vais aller regarder plutôt la marge estimée. Je voudrais l'avoir par commerciaux et je veux l'avoir par statut, par état. Vous voyez qu'il me construit très rapidement. Donc là, je préfère l'avoir en empilé. Donc, je commence à déjà avoir un graphique un peu plus parlant. Je voudrais voir que la partie, on va dire, qualif commercial, propal, commit. Je clique dessus, j'enlève ces éléments-là et automatiquement, je commence à avoir un graphique. Et là, ce graphique-là, je peux l'enregistrer dans un tableau de bord. Et je vais le retrouver dans mes tableaux de bord tout à l'heure. Vous voyez, très simplement. Et si je reviens sur mon tableau dynamique croisé, il m'a reconstruit le tableau dynamique croisé comme il m'avait construit la vision comment dirais-je, de mon graphe. Je pourrais aussi avoir la vision via une carte où là, il va ramer, évidemment, ça va prendre un peu de temps, où là, il va me montrer sur une carte l'intégralité de tous mes, je vais réduire un tout petit peu, voilà, ou l'intégralité de mes 233 opportunités sur la France. Et là, je peux après, intellectuellement, rentrer
et ouvrir cette opportunité-là, tout bêtement. Là, c'est la CRM qu'on utilise, nous, tous les jours. Si je regarde au niveau d'un client, je vais revenir sur un client. L'avantage, comme je le disais tout à l'heure, d'OpenProd, j'ai la liste de tous mes clients. Donc là, j'en ai 322, hein, c'est une base de démo. Mais je peux filtrer. Je peux taper tout bêtement mes clients dans 69. Je voudrais savoir les clients qui sont alors mes clients ou mes prospects. Donc, dans mon état, je peux filtrer, valider et je n'ai que mes clients et non pas mes prospects. Il me manque un champ, je dois savoir qui s'en occupe. Donc, je peux aller demander est-ce que avoir la vision par l'ADV. Et après, je pourrais intellectuellement regrouper par ADV. Vous voyez, ça se construit dynamiquement. Et donc là, je sais qu'Anaïs a 3 clients dans le 69. Si intellectuellement je dis non, mais montre-moi aussi ses prospects, j'enlève le filtre et automatiquement, Anaïs, je sais qu'il y a ces 3 prospects, ces 3 clients, pardon, et j'ai l'intégralité de son parc avec ses prospects. Vous voyez, très, très facilement, je peux faire des filtres et je peux éventuellement encore regarder ce qu'il y a en termes de répartition géographique. Donc, si je reviens et que je prends un client pour vous montrer une fiche client au moins, très rapidement, je vais avoir l'avantage d'OpenProd, c'est qu'il utilise toutes les fonctionnalités du web, CTRL F, CTRL H et ainsi de suite. Mais en plus, il est construit via des onglets, ce qui permet d'éviter de scroller. C'est un peu la problématique qu'on a sur le net, on est obligé de tout le temps scroller. Ben non, là, les informations ont été regroupées par onglet. Donc là, j'ai la vision, on va dire, adresse, contact, d'accord, avec une vision GED et des documents qui sont associés à ce client-là. Par exemple, alors je ne l'ai pas montré, une autre interconnexion, nous, on s'est connecté pour appeler ou pour envoyer des mails directement au client. Donc, si je reviens, moi, ici, sur ma CRM et que je reviens sur mes opportunités en liste, je vais mettre ici, par exemple, parce que c'est ici, vous voyez, j'ai des petits symboles, téléphone, adresse mail, Crédit Safe, Vérif, Papers. Si je veux aller voir sur GCTech et aller voir sur Papers, il va automatiquement partir sur Papers et se connecter sur GCTech pour avoir des informations financières. Si j'avais cliqué sur téléphone, il va automatiquement partir et comment dirais-je, composer et je l'ai directement avec mon casque et mon téléphone. Donc, tout ça, c'est des notions de productivité très fortes quand vous avez des appels à faire, que ce soit sur la CRM ou SAV ou pas. Donc, vous voyez, je retrouve ici toutes les informations qui sont liées à mon client, regroupées par item, éventuellement des stacks très rapidement. Et puis ici, je vais retrouver plutôt des notions soit d'action, envoyer un mail, ainsi de suite, soit je veux retrouver toutes les ventes de LDLC, toutes les factures, tous les avoirs, affiche-moi tous les mails, tous les ordres de travaux qui sont là, toutes les actions que j'ai, les performances N-1 du client et ainsi de suite, ou toutes les affaires, les opportunités. Donc, dans un seul écran, j'ai toutes mes informations. Et après, j'ai les informations de dupliquer, de créer, tout ça, c'est lié à des droits. Et j'ai mon workflow où ici, le prospect, il peut être soit prospect, soit client, très rapidement. Je peux vous montrer une fiche. Alors, c'est pareil, hein, le même principe d'un produit. Je clique dessus, je peux rechercher très rapidement toutes mes amplis. Donc, je tape les premières lettres, je valide et il me sort les amplis. J'ai plus qu'à cliquer dessus et je retrouve toutes les informations. Donc, même principe que pour une fiche client, je vais retrouver toutes les informations regroupées par un grand item. Par contre, ici, j'ai comme d'ailleurs pour l'ensemble du logiciel, j'ai la possibilité de dire que cet article-là peut être vendu, peut être acheté, peut être produit. Et si vous le voyez, s'il ne peut pas être vendu, j'ai des onglets qui disparaissent. S'il ne peut pas être produit, l'onglet de production a disparu. S'il peut être acheté, je vais avoir un onglet achat qui va apparaître. Tout ça, c'est de l'affichage dynamique, ce qui permet comme ça de paramétrer l'affichage et d'être plus user-friendly, c'est-à-dire que l'utilisateur ne voit que ce qui est intéressant pour lui. Donc, je vais le remettre comme quoi il peut être produit et acheté, tout simplement. Et je sauvegarde l'information. Méthode de coût, oui, ça, ok. Pas de problème. Je vais quitter l'enregistrement. OK. Hop, voilà. Je peux voir mes gammes. Donc, on est multigamme, multi-nomenclature.
les articles. Là, je vais passer vite. Vous voyez ici, j'ai un fil d'Ariane qui s'est construit. Si je veux revenir à la gamme, je retrouve à la gamme. Donc, je pourrais avoir X gamme ici avec en plus un état. Celle-là, elle est validée, donc c'est celle que j'utilise. Le BE, ou plutôt sur la gamme, plutôt les méthodes sont en train de valider une nouvelle gamme. Que sais-je, parce que je vais le faire peut-être en sous-traitance. Et quand elle sera validée, elle pourra être passée en mode valide. Je peux aussi avoir des indices. Donc, je peux aussi utiliser la même gamme, mais avec des indices différents. Si je reviens sur mon ampli, je peux aller regarder ma nomenclature. Donc là, par exemple, j'ai deux nomenclatures qui sont en mode brouillon. Ce n'est pas très logique comment dirais-je, dans le flux. Là, je retrouve ma nomenclature, où là, je vais pouvoir avoir des informations, je peux gérer des coproduits, je peux gérer des configurations, je peux mettre des formules. Donc là, on peut aller très, très loin dans la gestion et je peux avoir une vision arborescence de ma nomenclature. Et là, j'ai autant de sous-niveaux que je veux. Toujours pareil, je veux revenir à mon produit, j'ai juste à cliquer dessus, je navigue très, très facilement. Beaucoup de nos clients utilisent la partie, on va dire, fil d'Ariane pour naviguer très rapidement comment dirais-je, dans l'outil. Donc ça, c'est les deux points d'entrée souvent qu'on utilise, le client ou le prospect et les articles. Après, je ne vais pas faire un flux, mais je vais vous montrer ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un management visuel ici sur, par exemple, mes lignes de commande. Mais c'est vrai pour mes commandes clients, mes commandes d'achat avec mes lignes de commande ou mes OF. Ici, il me dit que pour tous ces éléments-là, mes composants, je n'ai pas de problème, je les ai. Par contre, ici, il me dit que ça va arriver trop tard par rapport à ce que j'ai planifié. Ça veut dire que ma commande client qui contient le circuit A22 et mon OF qui est A22 est lui aussi en rouge. Donc, en termes d'échange d'informations, les achats, le commerce et la prod ont la même information en temps réel. Et tout ça, ça peut être des outils que vous pouvez, comment dirais-je, mettre dans votre tableau de bord et l'acheteur, lui, peut voir automatiquement tous les achats critiques qui posent problème. Ou le responsable de prod, pareil. Dans le produit, on a aussi, évidemment, on va gérer différentes méthodes on va dire de production. On travaille à la commande, on travaille à l'affaire, on travaille sur stock, mais on a aussi une gestion de projet dedans. Donc ça, c'est intéressant parce que souvent, dans les ERP qui n'ont pas cette gestion on va dire, de gestion de projet, qu'est-ce que je fais? Comment je suis obligé de créer un OF souvent, où je vais demander à mes gens du BE ou des méthodes à aller pointer des heures dessus. Et c'est toujours compliqué quand on n'a pas cette gestion de projet. Ici, vous avez une gestion de projet à la mode classique qu'on connaît tous, avec des jalons, avec des étapes. Donc là, vous pouvez très facilement affecter des tâches à des gens. J'ai un projet, je vais analyser un cahier des charges, je vais chiffrer, je vais ma conception, et ainsi de suite. Et quand je double-clique dessus, je vais pouvoir tout bêtement ici dire je vais créer un achat ou je vais déclarer du temps. Donc un tel va déclarer du temps très facilement. L'avantage, c'est que cette gestion de projet est liée à la gestion de l'affaire. Donc, je vais pouvoir avoir cette vision gestion à l'affaire, gestion de projet. Et dans cette gestion de projet, je pourrais même avoir des OF dedans. Donc, lié gestion de projet, gestion à l'affaire et la vision de certains OF qui sont liés à mon affaire. Donc là, après, vous avez des axes de temps. Je passe rapidement, mais pour vous montrer tout ce qu'on peut faire sur le projet. On parlait tout à l'heure des ordres de travaux. On a plusieurs visions en termes de planification. Donc là, je suis plutôt, moi, un responsable d'atelier. J'ai mes différents îlots, débit, machine de tournage 1 et 2. Je peux voir éventuellement des responsables. Et là, mes couleurs, toujours dans le management visuel, je peux savoir si le produit est en cours, si l'OF tourne, si l'OF est stoppé, et ainsi de suite. Et là, je peux changer de couleur, le mettre en pause, tout bêtement, le redémarrer si je veux pour le faire fonctionner, et ainsi de suite. Là, la machine de tournage, je trouve qu'elle est un peu bloquée. Je peux faire du drag and drop et la bouger. Par contre, est-ce que je peux le mettre du tournage sur du débit? Il va me dire non, parce que les contraintes, c'est pas possible. D'accord? Par contre, je peux ordonnancer, je peux faire passer celui-là en premier, le démarrer. Donc tout ça, très facilement. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir un planning
j'ai mis même un planning tout bête, entre guillemets, de Gantt, où je peux voir tous mes OF qui sont planifiés avec ma charge. Donc là, intellectuellement, ma machine de tournage, elle est qu'à 18%. Et j'ai rien mis sur un tournage 1 et j'ai rien mis sur la tournage 2. Je vois par contre que Erwan, il est chargé déjà à 53%, et ainsi de suite. Ce planning-là, ben, il est interactif, drag and drop. Donc, vous voyez, je peux le déplacer ici. Je peux le remettre ici. Et je ne sais pas si vous voyez, mais dès que je le tourne, je le bouge, il s'est mis en rouge. Il s'est entouré en rouge et il a mis, hop, précédent. C'est-à-dire que dynamiquement, il me dit où j'ai un problème. Donc ici, il me dit que l'opération précédente n'est pas finie alors que je démarre l'opération suivante. Donc il me dit là, ça me pose problème. Ici, ah non, là, je vais démarrer avant, je vais finir, pardon, après l'opération suivante qui devait démarrer telle date. Donc, a priori, ici, je n'ai pas de problème. Je pourrais avoir un problème sur les matières premières. Attention, ma matière première n'est pas arrivée alors que j'ai planifié. Ou alors, je pourrais avoir le délai client. Je vais finir plus tard que mon délai client. Donc, dynamiquement, il me dit mes problématiques. Hein, si je bouge ici, ben voilà, j'ai un problème sur ma date client, je vais arriver trop tard. Donc celui-là, il va falloir que je replanifie. Ou je peux le mettre de côté, resimuler, et en attendant que ça fonctionne. Vous voyez, donc j'ai plusieurs méthodes. Je peux splitter un OF. Alors, on n'a pas le temps de tout voir en 1 heure, mais j'ai un outil avec une planification assez avancée. Du coup, je peux faire de la déclaration aussi machine, très tactile. Donc, je peux badger, je peux être complètement zéro papier. Donc là, je l'ai fait un peu vite, mais je vais le lancer. Je peux dire, bah, j'utilise telle ressource. Alors, ça peut être des ressources, ça peut être des catégories. Machine de tournage. Dans ma machine de tournage, j'ai XOF, je valide et automatiquement, l'opérateur va se retrouver là-dessus. Il peut enregistrer ses consommations. Là, il avait une plaque d'épaisseur, il devait en consommer 2 ou pas. Donc, il le met. Il pourrait renseigner ces quantités produites et quantités HS. Il pourrait faire de la déclaration de contrôle. Dire, je dois contrôler tel code, tel code, tel code, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Je pourrais mettre des notes en disant j'ai un problème, je vais dire n'importe quoi de réglage machine. Et tout ça, ça va remonter dans l'OF. Il pourrait éventuellement, alors là je crois que je n'ai pas de plan, mais je pourrais, on l'a vu tout à l'heure sur le client DLC, j'avais des plans. Il pourrait consulter des plans tout bonnement, sortir de l'OF ou dire ah non, là j'ai un problème, hop, je le mets en attente. Et vous avez vu, ça prend la couleur et automatiquement le responsable d'atelier, s'il a son écran, il va voir automatiquement que la machine de tournage 1, tel OF, l'OF 193 pour l'entretoise 11761 est arrêté. En tout cas, est en attente. D'accord. Je parlais tout à l'heure des flux de travaux. Donc, nous, ça s'appelle des flux de travail. Donc là, on peut rentrer, vous voyez ici, il y en a une quinzaine. Je peux aussi avoir une vision graphique des flux de travaux. Donc, on peut avoir des flux très simples. Voilà. Je fais comment dirais-je, une facture pro forma, elle est annulée, elle est valide. Comme je peux avoir des flux de travaux qui peuvent être très complexes. Donc, nous, ce qu'on prévoit, je crois que c'est celui-là qui est très complexe. Voilà. Ça, il faut déjà que le client soit capable de le modéliser dans sa tête, que nous, on puisse le modéliser après. Donc, ça prend du temps. On peut quasiment faire ce qu'on veut, mais attention, ça prend beaucoup de temps. Et là, par exemple, je veux voir le flux de mail, je peux filtrer et voir le flux de mail. Donc là, c'est plutôt sur une validation d'achat. Donc, on peut faire plein de choses. D'accord? Comme on peut faire simple. Donc, dans un premier temps, on recommande à nos clients d'utiliser les workflows standards et puis après, comment dirais-je, de les adapter et on fait du transfert de compétences. Alors, il y a plein de fonctions. On a une fonction RH, on a une fonction note de frais, on a une fonction de GMAO, de SAV, on a une pointeuse atelier. Ce que je voulais vous montrer, c'était des tableaux de bord. Alors, je peux vous montrer des tableaux de bord tout bêtes, financiers. Donc là, c'est des tableaux de bord que j'ai mis en place
pour pouvoir suivre. Donc, je peux avoir soit des TCD, exemple là, ligne de commande d'achat, soit des retards de paiement, des exemples. Je peux l'avoir sous forme, on va dire, de jauge, sous forme de liste, sous forme de tableau dynamique croisé, sans aucun problème. Et je peux modifier les axes, sans aucun problème. Là, c'était l'année. Je peux aller chercher des mois, je peux aller chercher ce que je veux. Je peux avoir des indicateurs. Donc là, c'est le premier niveau, c'est les indicateurs graphiques, où je peux percer des données. Donc là, je peux aller dire, sors-moi des informations pour tel ou tel client. Je peux avoir des données financières. Donc là, c'est plutôt la trésor avec l'encours, le DSO, et ainsi de suite. Donc en fait, on peut construire plusieurs niveaux de KPI. Soit j'ai des listes simples, soit je suis capable de faire mes tableaux dynamiques croisés, soit j'ai des indicateurs où là, je vais aller faire des requêtes, le mettre en forme graphique. Là, c'est des comparaisons de chiffre d'affaires d'année N à N-1. Je peux avoir des tableaux, des graphiques. Voilà, donc ça, on le fait ensemble. On peut vous donner la compétence et que vous puissiez être autonome sur ces créations d'indicateurs. Pas rentrer sur la gêne non plus, ainsi de suite, mais je vais juste m'arrêter là et répondre à vos questions avec Yann. Je vais juste arrêter la présentation. Hop là. Ouais, 10 heures, je suis presque allé au bout. Donc, s'il y a des questions, on est prêt à y répondre avec Yann. Il y avait quelques éléments dans le chat. Effectivement, notamment de la part d'Eric, qui disait OpenProd est-il ouvert pour des outils comme Zapier, Make, N8N, Mailchimp, etc. Donc, par défaut, en fait, OpenProd est connectable, soit via des API, soit via des échanges de fichiers. Enfin, il y a différentes technologies. Donc, par défaut, OpenProd est accessible, on va dire, sur ce type d'outils. Alors, je ne les connais pas tous. Zapier, Make, de mémoire, Eric, je crois que c'est des hubs c'est des espèces de hubs d'applications, des connecteurs multi-applications, si je ne dis pas de bêtises. Non, Zapier, c'est plus pour connecter les applis entre elles. Ouais, c'est ça. Faire de l'automation. N8N, c'est pour la gestion de flux, ce genre de choses, quoi. C'est ça. Alors, on n'a jamais eu de mise en application de connecteurs Zapier ou Make et ce genre de choses. Par contre, effectivement, intrinsèquement, OpenProd est connectable via des API sur ce type d'application. Ouais, de toute façon, c'est les API, ça reste le même principe. Je crois que vous avez cité sur du Magento ou du PrestaShop commerce. Oui. Bon, en fait, je ne vous ai pas montré la slide, on a dû faire une interconnexion avec une cinquantaine d'outils. Donc, comme le disait Yann, ce n'est pas un problème technique. C'est souvent de bien définir, le pourquoi de l'interface. Souvent, c'est un problème de volumétrie. Je vais prendre un exemple. Si j'en ai 3 à 4 à faire dans l'année ou si j'en fais 500 par mois, ce n'est pas le même problème. Qui fait quoi? C'est bien définir les flux. Et après, la technique informatique n'est pas très compliquée. Exactement. C'est ça. J'avais une autre question sur Odoo. Alors, pour information, on est au départ sur le même framework. Par contre, Odoo fait très peu de prod par rapport à ce qu'on peut voir dans OpenProd, qui est vraiment spécialisé sur l'industrie. Donc, nous, on rencontre Odoo sur des petits dossiers, mais dès que vous avez des problématiques poussées de prod, de traçabilité, de mise en série, d'ordonnancement fin, tout ça, Odoo n'est pas capable d'y répondre. Donc, ça se fait très, très rapidement. La différenciation se fait très rapidement. Alors, c'est sûr que ce n'est pas cher. On en a peut-être pour son argent, mais on ne va pas très, très loin en prod. C'est ça. On a un exemple, ou alors après, c'est du développement, quoi. Et on rentre dans une logique de développement spécifique qui n'est pas forcément la nôtre, puisque en fait, ça vous amène à supporter seul le développement d'une solution quand vous faites du DevSP. C'est vous qui financez seul le développement des fonctionnalités. Et autre point, une grosse différence, c'est qu'Odoo, en termes de déploiement, vous faites 95% à distance. Ils ne viennent pas chez vous. Et moi, c'est un vrai sujet parce qu'on parlait tout à l'heure de l'accompagnement, de la formation.
moi, pour comprendre les problématiques d'un client industriel, j'ai besoin, alors je suis peut-être un vieux de la vieille, mais j'ai besoin de sentir l'atelier, de voir par mes yeux comment se passent les flux, de discuter physiquement avec les gens pour comprendre leurs problématiques, pour voir comment ils travaillent, pour comprendre leurs points, leurs problématiques, les points d'achoppement, les goulots d'étranglement. Et c'est qu'en regardant, c'est quand même très très important de voir physiquement un atelier comment il fonctionne, d'aller physiquement de voir un stock et de pouvoir échanger parce que on fait un métier d'homme et de femme. Hein. On fait de la propriété intellectuelle et on fait un métier d'échange, de Rex. Et donc, il faut discuter. Et c'est bien la visio, mais pour former les gens, je pense que c'est fondamental d'être physiquement avec eux. Il faut les deux. Voilà. Il faut les deux, effectivement, selon les thématiques. Ouais, tout à fait. Avez-vous une appli, alors je ne sais pas si on a répondu, mais face aux deux, avez-vous une appli pour le pointage des affaires? Alors, il est intrinsèquement dedans, mais oui, la réponse est oui. Oui. Êtes-vous OK pour la facturation électronique? Alors, la réponse est oui. Donc, vous avez deux choses. L'éditeur va sortir et va intégrer du FactureX, qui est la norme de fichier. Donc, par contre, il faudra un PDP, donc un partenaire de plateforme de dématérialisation. Mais oui, on sera compliant, enfin, on sera déjà de mémoire, ça doit être en juin, on sera compliant sur la démat de facture avec l'utilisation du FactureX. C'est ça. Et avec notamment, effectivement, donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'un PDP, une plateforme de démat partenaire qui va faire le lien justement entre le client, le fournisseur et la plateforme de l'État pour les déclarations de TVA. La PPF. C'est un projet entre guillemets informatique, j'aime pas dire ça mais le changement d'ERP ou la mise en place d'un ERP, c'est d'abord un projet humain. C'est un projet d'entreprise, ouais, exactement. D'entreprise, et il n'y a pas de création de valeur sans humain. Et donc, on travaille sur tous les flux de l'entreprise, et derrière ces flux, il n'y a que des gens, des hommes et des femmes. Donc, c'est fondamental d'être dans une relation de partenariat déjà, de confiance et d'échange. Et ça, je le répète, nous, on fait à peu près 60% à distance. C'est quoi? C'est la reprise des données, c'est les indicateurs, c'est les modèles de documents éventuellement, un peu de maquettage de flux, et ainsi de suite. Et tout le reste, on le fait in situ chez vous. Ouais. L'analyse initiale, on va dire, de chaque flux, hein, quand on prend une thématique, hein, une première étape, c'est d'analyser vos processus et de comprendre comment vous fonctionnez en tant qu'entreprise, en tant que service. Cette étape-là, elle est obligatoirement sur site. Et effectivement, derrière, la formation des utilisateurs se fait obligatoirement sur site également. Donc effectivement, après, il y a guère que entre ces deux phases de début-fin, où entre les deux, on va être sur du paramétrage technique, on va être sur des ajustements, on va être sur des ping-pong, on va dire, de réponses. Et donc ça se fait relativement facilement à distance. Mais il y a quand même des étapes incontournables à faire en présentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu déjà aux premières questions? Effectivement, comme le dit Cyril, la présence, le présentiel est une des clés de succès de la transformation. Alors, budget moyen. Alors, c'est toujours très difficile à donner un budget comme ça. Je vais vous expliquer le fonctionnement. C'est assez disruptif aussi au niveau OpenProd. On ne fonctionne plus par user. En fait, ce qui va faire le prix, c'est la taille de l'entreprise. Donc, c'est assez simple, hein, TPE, PME, ETI. Et puis, ce qu'on va déployer, le périmètre qu'on va déployer. On parlait d'apps tout à l'heure. Donc, on a le premier, c'est le Start, qu'on déploie très, très rarement, à part sur des toutes petites sociétés. Le Premium, donc ça veut dire que vous avez les modules standards plus 25 autres modules. Ça, c'est le Premium. Et vous avez l'intégral, où là, vous avez la possibilité d'avoir l'intégralité des apps. Alors, bien évidemment, on ne va pas déployer l'intégralité des apps. Et c'est le croisement de ces deux axes, c'est-à-dire le périmètre et la taille, qui va vous faire un abonnement. Alors, pour répondre,
On a des projets qui sont aux alentours pour les petits dossiers à 50 000, et puis on a des dossiers à 200 ou 300 000. Le budget moyen, globalement, allez, sur une taille d'une société entre 5 et 10 millions, on va être sur un budget à 100 000, à peu près, tout confondu. Abonnement, généralement sur 3 ans, parce qu'on fait du financement. Nous, abonnement sur 3 ans, on va être sur entre 40 et 80 jours max, hein, sur une taille d'entreprise, avec un périmètre qui est déjà bien étoffé. Avec la TMA, voilà, on est sur un budget de 100 000. Et c'est toujours très compliqué de répondre, hein, C'est ça. plus ou moins 80 à 120, voilà, si vous voulez une fourchette, pour une taille entre 5 et 10, industrielle, avec un périmètre, on va dire, classique, devis, commande, achat, prod. Après, si vous voulez mettre la GMAO, si vous voulez mettre le SAV, si vous voulez mettre des workflows, si vous voulez, tout ça, c'est du temps homme. Et forcément, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. C'est plus complexe, donc ça prend plus de temps. Après, si vous devez faire des interfaces partout, est-ce que je dois me connecter à ma CAO? Est-ce que je dois me connecter à mes machines pour aller envoyer des informations OF et matière parce que je vais faire de l'optimisation de découpe? Voilà. Est-ce que je dois me connecter? On parlait tout à l'heure d'un e-commerce. Est-ce que je dois me connecter à ma plateforme de RH? Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont très, très variées et qui vont faire varier le nombre de jours surtout. Mais on va dire que oui, budget moyen de 100 000, c'est à peu près cohérent. C'est l'ordre de grandeur, effectivement, Voilà. qu'il faut retenir. Ouais. Et pour le déploiement, c'est pareil. On va dire qu'entre 6 et 12 mois. Ça dépend aussi de votre capacité à mettre. Ce qui est fondamental, hein, c'est d'avoir une équipe projet. Nous, on va avoir une équipe projet, un directeur de projet, un chef de projet, éventuellement un prestataire qui va faire les petites tâches. Mais il faut que de votre côté, vous ayez une équipe de projet qui est dédiée et à qui vous avez alloué du temps. Parce qu'au départ, c'est quand même un peu chronophage, ça prend du temps. Après, c'est dégressif dans la temporalité. Mais au départ, pendant 3 à 6 mois, ça prend du temps à celui ou à celle qui est chef de projet. Et d'ailleurs, c'est bien d'en avoir 2 parce qu'on réfléchit mieux à 2 et puis on a toujours des impondérables dans un projet. Donc, il faut toujours avoir 2 têtes, c'est mieux. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, j'espère que cette heure et quelques, un petit peu dérivée, a été intéressante et enrichissante pour vous. Vous trouverez toutes nos coordonnées de Yann Dontel ou de moi-même, Frédéric Poisson. On va vous envoyer un mail pour vous remercier d'avoir participé et vous aurez nos coordonnées si vous voulez aller plus loin et tenter l'aventure Visiative et One Life. En tout cas, merci. Merci à Eric et à Numérique Cab pour nous avoir donné cette opportunité de pouvoir échanger autour de RP Open Prod. Et puis, à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Merci à toute l'équipe pour cette présentation et à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir.